pense que nous allons commencer cette dernière session qui est évidemment extrêmement intéressante parce qu'elle est dédiée au vivant et à ses manipulations et à ce qu'on peut faire sur le vivant pour qu'il le reste. C'est quand même un but dans la vie pendant un certain temps, comme je vous l'expliquais hier. Donc nous allons commencer avec Philippe Horvath. Vous savez que Philippe Horvath est une des personnalités les plus respectées dans le monde de ce qu'on appelle l'édition des génomes. Il a fait une thèse en microbiologie à l'Université de Strasbourg. Et puis il a eu un parcours très très particulier puisqu'il est entré directement dans la recherche industrielle où il s'intéressait à la résistance des bactéries aux bactériophages. Et c'est à travers cet intérêt qu'il a évidemment comparé des séquences qu'on appelle CRISPR, vous allez voir, et qu'il est probablement une des personnes qui, même si ça ne se sait pas tellement, qui a découvert l'utilisation de CRISPR-Cas, du système CRISPR-Cas, pour faire de l'édition des génomes. Et d'ailleurs, à ce titre, il est maintenant aujourd'hui... il a une chaire à l'Institut d'études avancées de l'Université de Strasbourg, le ZIAS, qui, comme vous savez, rassemble un très grand nombre de personnalités éminentes, dont Jean-Marie Laine, Pierre Chambon et quelques autres. Et il a reçu en 2016 le prix Gardner avec Rodolphe Barangou, Emmanuel Charpentier, Jennifer Doudna et Feng Zhang, ce qui montre qu'il est dans le quatuor ou le quintet de tête pour cette magnifique découverte du système CRISPR-Cas9. Donc, je suis très content de vous accueillir et aussi de vous écouter, bien entendu. Merci. Bonjour, merci bien pour cette introduction. C'est un honneur, évidemment, pour moi d'être ici aujourd'hui. Donc, comme M. Prochance l'a évoqué, je suis cadre scientifique chez DuPont, à Dangers-Saint-Romain. C'est un petit village dans la Vienne, où se trouve le centre principal de recherche pour DuPont pour l'activité ferment. Donc, avant d'être employé par DuPont, je travaillais pour Danisco et précédemment pour Rhodia, mais je n'ai pas changé de job. En fait, c'est la société qui a changé plusieurs fois de nom et ce n'est pas fini. Puisque, comme vous le savez peut-être, DuPont est en train de fusionner avec Dow. Bref, donc aujourd'hui, je vais vous parler de CRISPR-Cas, mais pas de l'outil d'ingénierie des génomes, dont on parle beaucoup dans la presse et les médias, mais je vais vous parler du système naturel tel qu'il existe chez les bactéries. Et c'est autour des découvertes et l'élucidation de la fonction du système chez les bactéries. C'est pour cette raison-là que j'ai eu des prix comme le prix Gardner et que je suis là aujourd'hui. Donc, c'est un système qui permet de créer et de modifier de la diversité, de la biodiversité, mais d'une manière naturelle, et je vais essayer de vous montrer comment cela est possible. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de bactéries, que vous voyez illustrées sur ce dessin ici, de leurs virus, qu'on appelle les bactériophages, ou en plus court les phages, ce type de particules, et de l'ADN, de l'effet de l'infection des bactéries par des virus sur l'ADN bactérien. Alors, je vais commencer par un petit rappel sur les fermentations alimentaires. Vous avez peut-être consommé du fromage, du vin ou d'autres produits fermentés. Les ferments qu'on utilise dans les fermentations alimentaires sont des mélanges de micro-organismes, des bactéries ou des eucaryotes, qui sont utilisés pour transformer une matrice alimentaire. Et je vais juste mentionner le lait ou la viande, par exemple, pour fabriquer des saucissons. Et donc cette transformation se produit par fermentation, avec un double objectif, en tout cas humain, qui est de conserver les matrices alimentaires. Donc la fermentation
transforme un produit qui ne se conserve pas ou peu en un produit différent qui a une meilleure conservation. C'est l'idée de transformer le lait en fromage, par exemple. Mais également, cette fermentation améliore les qualités nutritionnelles et éventuellement organoleptiques. Cette protection de la matrice se fait à travers la production de molécules à l'intérieur de la matrice, soit des acides, comme l'acide lactique, l'acide propionique, l'acide acétique, la production d'éthanol, d'alcool, ou d'autres molécules comme les bactériocines, qui sont des petits peptides antimicrobiens et qui protègent la matrice envers la croissance par d'autres bactéries. Donc, dans le domaine des ferments, Dupont évidemment est un fournisseur de ferments pour notamment l'industrie laitière. Et donc nous manipulons une grande diversité microbiologique, des bactéries comme je vous l'ai dit, mais aussi des eucaryotes, des levures comme des Baryomyces ou Geotrichum ou des moisissures comme Penicillium. Donc, un autre élément important concerne les phages, donc les virus bactériens, qui sont inoffensifs pour l'homme, évidemment, qui ciblent spécifiquement les bactéries. Et ces virus sont présents naturellement dans l'environnement, dans les matrices alimentaires, telles que le lait. Et du fait de la nature non stérile de ces fermentations, notamment laitières, on peut éventuellement voir une prolifération des phages qui se fait au détriment de la croissance bactérienne et donc de la fermentation et donc de la transformation d'une matrice en un produit fermenté. Et sans des mesures spécifiques de contrôle, de limitation de la propagation de ces virus, on peut observer dans l'industrie laitière, entre autres, des baisses de productivité qui peuvent conduire à des échecs de fermentation. Et lorsque vous avez une cuve de 10 000 litres de lait inoculé avec un ferment et que le lait ne se transforme pas en yaourt ou en fromage, c'est un problème économique assez important. Et je pense qu'on peut dire, même si tous les industriels dans le domaine ne le reconnaissent pas, les phages constituent la cause principale des échecs de fermentation. Et c'est pour cette raison que des sociétés comme Dupont, qui fournit des ferments, dédient des efforts importants en recherche et développement pour mieux comprendre les relations entre les bactéries et leurs virus, dans le but de fournir aux industriels des ferments aussi robustes vis-à-vis des attaques phagiques que possible. Donc, comment fait-on pour isoler des bactéries qui soient plus résistantes aux phages? Donc, c'est une approche totalement naturelle qui consiste à mettre en contact une bactérie que l'on a isolée. Cette bactérie est sensible à un virus et donc on la met en contact avec ce virus qui va infecter la bactérie, la détruire. Donc quasiment toute la population bactérienne est décimée. Et si l'on attend un petit peu plus longtemps, on peut voir apparaître une population bactérienne qui dérive de celle initialement utilisée, mais qui a survécu à l'infection phagique. Et donc on appelle dans le jargon de notre métier ces bactéries résistantes, on les appelle des BIM, pour Bacteriophage Insensitive Mutant. Donc j'ai volontairement utilisé la même image à gauche et à droite pour vous dire que phénotypiquement, les fonctionnalités, l'aspect de ces bactéries sont absolument identiques, si ce n'est qu'à droite, la bactérie est résistante, alors qu'à gauche, elle est sensible au virus. Et jusqu'à présent, ce qui se passait entre la bactérie d'origine et la bactérie résistante était une sorte de boîte noire. On savait qu'il se passait des choses, mais on ne savait pas exactement quoi. Naturellement, les bactéries sont dotées de divers niveaux de protection, divers mécanismes de protection vis-à-vis de cette prédation phagique. On peut les classer en 4 catégories. Une première, en haut à gauche, empêche le virus de reconnaître sa cible. C'est ce qu'on appelle l'inhibition,
la protection vis-à-vis de l'adsorption du phage à la surface de la bactérie étant l'étape préalable à l'infection. Et ce type de mécanisme fait intervenir des récepteurs de phages dont les gènes peuvent muter et donc entraîner une non-reconnaissance entre le virus et la bactérie. Si cette étape a lieu, il y a un deuxième niveau de protection qui consiste à inhiber l'injection du matériel génétique du phage. Le phage étant un virus, il s'agit d'un parasite obligatoire qui ne peut se propager que lorsqu'il a injecté son matériel génétique dans la bactérie. Et il détourne la bactérie à son propre profit. Donc lorsque le phage peut adhérer, peut reconnaître son hôte, mais ne peut pas bloquer, ne peut pas injecter son ADN, évidemment, il n'y a pas d'infection phagique. Si ces deux étapes ont lieu et que l'ADN du virus a pu être injecté dans la cellule, il existe un troisième niveau de résistance assez connu qu'on appelle les systèmes de restriction-modification, où l'ADN de la cellule, par exemple, est méthylé et doit être méthylé pour ne pas être dégradé, alors que l'ADN du phage fraîchement injecté n'est pas méthylé et est donc reconnu comme étranger. Donc il y a des systèmes enzymatiques qui différencient le soi du non-soi pour dégrader de l'ADN étranger. Et un quatrième niveau de résistance peut être considéré comme un suicide bactérien suite à l'infection, lorsque notamment l'infection arrive à des niveaux relativement évolués, avancés, et donc d'une manière non déterministe certainement, les cellules infectées ressentent leur échec à arrêter l'infection et se lisent, se suicident pour éviter ou limiter la propagation virale à l'ensemble de la culture. Donc dans ce panorama de mécanismes de résistance, on peut, je pense, assez facilement positionner le système CRISPR-Cas ici comme étant un système qui agit lorsque l'ADN du phage a été injecté dans la cellule. Donc qu'est-ce que CRISPR-Cas ? Vous avez peut-être entendu parler de ce mot-clé dans la presse et dans les médias. C'est avant tout un acronyme anglais que l'on peut traduire par petite répétition d'ADN, petite séquence répétée d'ADN, palindromique, régulièrement espacée et groupée sur le chromosome de la bactérie. Donc c'est un ensemble de séquences qu'on peut représenter, alors je vous passe le détail, qu'on peut représenter de cette manière. Chaque losange noir ici est une petite séquence et correspond par exemple à cette séquence surlignée en jaune ici. Toutes les séquences en jaune et en majuscule sont identiques et c'est ce qu'on appelle une séquence répétée. Ici, il y a un exemple avec 33 répétitions, donc 33 petits losanges noirs ou 33 séquences surlignées en jaune, strictement identiques. Et ces séquences, comme vous le voyez là, sont séparées par une courte séquence, à peu près la même taille, mais à l'inverse, toutes ces séquences séparant les repeats sont uniques. Elles sont toutes différentes les unes des autres. Et donc ces séquences représentées par les petits rectangles blancs, c'est ce qu'on appelle des spacers. Il y a les repeats en noir et les spacers en blanc. L'ensemble des repeats et des spacers constitue un locus CRISPR. Donc c'est ça, CRISPR. Ce n'est pas un outil d'ingénierie de génome. Associé à ces séquences CRISPR, généralement, dans les génomes bactériens, on trouve un ensemble de gènes qui ont été appelés Cas pour associer à CRISPR. Ils sont d'un côté, de l'autre ou des deux, ça dépend des bactéries. Et l'ensemble, donc, forme un système. Les gènes Cas codant pour des protéines Cas qui vont exploiter l'information contenue dans le locus CRISPR. Donc voilà pour des éléments de base sur CRISPR. Il n'y en a pas qu'un seul. Dans le monde bactérien et dans celui des archées, bactéries, il y a une énorme diversité de systèmes qui ont été classés, reclassifiés différentes fois en essayant de simplifier
Donc c'est très complexe. Il y a une tendance à simplifier cette classification et la nomenclature associée. Et à l'heure actuelle, on identifie principalement 2 classes. Vous voyez ici, classe 1, classe 2. Et dans chaque classe, à l'heure actuelle, il y a 3 types principaux, donc 6 types au total, type 1, type 2, type 3, type 4 et type 5 et type 6. Dans les différents types, il existe des sous-types, chacun étant défini par la présence de certains gènes, qu'on appelle des gènes signatures. Donc, lorsque ce gène signature est présent, on peut attribuer un type et un sous-type à un système CRISPR-Cas. Comme vous pouvez le constater, il y a une grande diversité de structures génétiques. Le point commun, le plus commun à tous ces systèmes, ce sont les 2 gènes représentés ici en bleu et en vert, qui sont dits universels, même s'ils ne le sont pas vraiment. Et donc l'autre message important sur ces systèmes CRISPR-Cas est qu'ils ne sont pas une caractéristique de genre bactérien ou d'espèce bactérienne, mais il s'agit réellement d'un système souche spécifique. Dans une espèce donnée, une espèce bactérienne, certaines souches peuvent contenir CRISPR, un ou plusieurs, alors que d'autres de la même espèce peuvent être complètement dénuées de système CRISPR. Nous avons la chance, dans la bactérie Streptococcus thermophilus, sur laquelle nous avons fait nos travaux, nous avons la chance d'avoir une bactérie qui contient 4 systèmes CRISPR appartenant à 3 types. Donc, type 1, 2 systèmes de type 2 et un système de type 3, qui sont localisés sur le chromosome bactérien à ces endroits-là, dans cette souche DGCC 7710, qui est une souche modèle dans le domaine. Donc pourquoi s'intéresser à Streptococcus thermophilus ? C'est une bactérie lactique qui est utilisée pour la fermentation de divers produits laitiers, notamment le yaourt. C'est une des 2 bactéries du yaourt, avec Lactobacillus bulgaricus. Cette bactérie intervient également dans la production de fromages, notamment des fromages à pâte pressée cuite, type emmental ou mozzarella ou pizza cheese. Donc une espèce très importante. Et ces caractéristiques, en fait, sont liées à une température relativement élevée, un optimum de croissance relativement élevé, d'où son nom, Thermophilus, et surtout un temps de génération très court, donc toutes les 15 à 20 minutes, une cellule dans le lait se divise en 2. Et donc, allié à une capacité très prononcée à convertir le lactose du lait en acide lactique, la croissance de cette bactérie dans le lait conduit à une baisse très rapide du pH, donc à une acidification qui a pour but de faire coaguler les protéines du lait. Et en plus de cela, l'espèce est capable de protéolyser, de dégrader les protéines du lait et de synthétiser des polysaccharides, des molécules de texture, qui confèrent au yaourt ou à certains fromages le caractère onctueux qu'on connaît. Donc le premier génome qui a été disponible en 2002 pour cette espèce correspondait à une souche qui avait été fournie par Rodia, Danisco, donc Dupont à l'époque. Et donc c'est à cette époque-là que j'ai commencé à m'intéresser à CRISPR, puisque j'avais vu que CRISPR était présent. Et je tiens à rendre hommage à un poster de l'INRA en 2002 qui m'avait inspiré à analyser ces séquences. Donc à travers ces informations, notamment de génome, je me suis mis à entamer un travail de génotypage avec d'autres personnes chez Dupont à Danger-Saint-Romain, en ciblant cette région CRISPR parce qu'elle présente des intérêts. Donc, le génotypage basé sur CRISPR se fait de la manière suivante. Sur de l'ADN extrait de la bactérie, en fait, on amplifie par PCR une région d'intérêt, et là, en l'occurrence, il s'agit d'un locus CRISPR. Vous retrouvez les spacers dans des couleurs différentes et les repeats avec les losanges noirs. Et donc, le séquençage de ce produit de PCR permet de déterminer la séquence des spacers. Et lorsqu'on analyse une même région CRISPR dans différentes souches, on se rend compte qu'il y a une grande diversité de compositions en spacer. Différentes souches appartenant à la même espèce
peuvent avoir des contenus totalement différents de spacers. Il y a une énorme variabilité. Donc c'est illustré sur cette diapositive ici. Alors, je sais que c'est un peu petit, donc je vais zoomer sur cette partie-là. Vous voyez que chaque carré, cette fois-ci, représente le spacer. On ne représente plus le repeat puisqu'il est tout le temps, systématiquement, entre deux spacers. Et donc, avec un outil informatique, on transforme la séquence d'un spacer en un code couleur. Donc, lorsqu'on a affaire à une même séquence, on le visualise par un carré de la même couleur. Et en faisant ça sur différentes souches, chaque ligne correspond à une souche, un locus CRISPR d'une souche différente, on peut regrouper les souches dans des groupes génétiquement proches, puisque ces souches possèdent des spacers en commun sur la partie droite, alors que sur la partie gauche, on se rend compte qu'il y a une diversité de spacers plus importante. Donc c'est à partir de cette observation, que l'intérêt de la région CRISPR a été validé pour différencier des souches de la même espèce, mais très rapidement, on s'est rendu compte que CRISPR avait un autre intérêt. Et donc c'est très précisément ce cas-là qui nous a fait vivre un moment d'eureka lorsqu'on a réalisé ce qu'on avait sous la main. Donc tout est parti de cette fameuse souche DGCC 7710 qui avait été isolée alors que je n'avais pas eu mon bac encore, et donc qui a été industrialisée par Rhodia à l'époque, mise sur le marché. Et très rapidement est apparu un phage virulent contre cette souche qui a été appelé 858. Vous avez une illustration en microscopie électronique de ce phage ici. Comme cela est fait traditionnellement dans le métier, le phage a été utilisé sur la souche parentale pour sélectionner un variant résistant, donc qui résiste à ce phage-là. Et cette souche dérivée de 7710 a été appelée 7778. Et un peu plus tard, un autre phage appelé 2972 a été isolé, phage virulent contre les deux souches. Donc, 1990, ce n'est que 15 ans plus tard que la boîte noire a été ouverte. Et ça a pu être perçu à travers le séquençage des régions CRISPR, qui ont indiqué que le locus CRISPR de 7710 contenant 32 spacers avait été altéré dans 77-78 par l'addition de 2 unités repeat spacer supplémentaires. Ceci représente l'extrémité gauche du locus CRISPR, où les 2 éléments, les 2 spacers additionnels, pouvaient être corrélés au gain de résistance vis-à-vis du phage 858, alors que les 2 souches étaient toujours sensibles au phage 2972. Et la chance que nous avions à l'époque, lorsqu'on a réalisé ce fait, était que nous disposions également du génome du virus, donc la séquence ADN du virus, dans laquelle on a pu constater que les spacers S1 et S2 dérivaient directement de l'ADN du virus. Donc les manipulations de challenge, donc de mise en contact de la bactérie et du ou des phages, a conduit à l'isolement d'autres BIM, d'autres variants résistants, et quasiment systématiquement, ces variants contenaient un ou plusieurs spacers additionnels qui permettaient d'expliquer les gains de résistance observés. Et lorsqu'un spacer, par exemple S6, S7, qui avait été acquis par challenge avec 2972, conférait une résistance vis-à-vis des 2 phages, c'était tout simplement que ces 2 spacers étaient présents dans les 2 phages. Et le fait d'exposer une bactérie à un phage conférait la résistance aux 2, car les 2 phages contenaient la même séquence. Donc, ces résultats ont été publiés en 2007 dans le journal Science, et l'article est resté jusqu'en 2015 celui le plus cité dans la thématique CRISPR, jusqu'à la révolution CRISPR-Cas telle qu'on la connaît maintenant, donc l'application pour l'ingénierie des génomes. Donc, pour résumer le fonctionnement du système CRISPR, une illustration globale, générique et simplifiée.
où on voit ici un phage qui injecte son ADN dans une cellule bactérienne. Le système CRISPR initial associé à ces gènes Cas. Les gènes Cas sont transcrits, traduits en protéines Cas, qui vont permettre de prélever un morceau de l'ADN du phage pour l'ajouter du côté gauche, le côté leader, du locus CRISPR, de manière à mémoriser l'entrée et l'infection par ce virus. Et en faisant ça, la bactérie mémorise son ennemi dans le but de mieux reconnaître des infections ultérieures. Donc le système CRISPR correspond à une sorte de mémoire immunitaire, une collection d'échantillons d'ADN viral que la bactérie exploite ensuite pour mieux résister à l'infection virale. Et ceci est réalisé de la manière suivante. Le locus CRISPR est transcrit en un ARN, donc l'ADN est transcrit en ARN de grande taille, qui est coupé, qui est maturé par coupure au niveau de chaque repeat, au niveau de chaque losange noir, pour générer des petites molécules d'ARN, qu'on appelle des ARN CRISPR, qui vont être fixées par des protéines Cas, et c'est l'ensemble protéines Cas, des nucléases notamment, et ces petits ARN CRISPR, qui vont être une sorte de tête chercheuse dans la cellule pour localiser un éventuel ADN qui correspondrait à n'importe laquelle de ces petites séquences CRISPR. Donc c'est un système de surveillance d'entrée d'ADN étranger. Et lorsque le système reconnaît, de par la complémentarité de l'ADN et de l'ARN, qu'une séquence a déjà été rencontrée et correspond à un spacer, et bien dans ce cas, par exemple l'enzyme Cas9 coupe l'ADN du phage pour le désactiver. Et c'est ce qui conduit à l'arrêt de l'infection par le virus. Donc naturellement, chez la bactérie, CRISPR est un système immunitaire dirigé contre l'ADN étranger, notamment l'ADN viral. Une petite illustration sur l'aspect historique. Donc, notre découverte a été publiée en 2007, ici, et correspondait à la première démonstration du rôle biologique de CRISPR. Mais la première identification de séquences CRISPR remonte à 1987, où évidemment le rôle du système n'était pas encore connu. Donc il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a eu quelques découvertes un peu plus marquantes, et notamment le fait que CRISPR était relativement répandu chez les bactéries et correspondait à un système relativement universel. Et l'autre point important au niveau historique, c'est le fait d'imaginer sortir des éléments du système CRISPR en 2012 pour en faire un outil biotechnologique, puisque naturellement chez la bactérie, l'enzyme Cas9 par exemple est capable de couper l'ADN. Cette enzyme est capable de le faire aussi en dehors de la cellule. Et donc, d'autres personnes ont eu l'idée de convertir ce système naturel en un outil qui a été utilisé depuis, et avec beaucoup de succès, à la modification de génomes, de par son côté programmable. De notre côté, donc chez Dupont, nous utilisons le système d'une manière naturelle. Et je vais vous montrer comment cela se passe. C'est un processus qu'on a qualifié de CRISPRisation et qu'on peut rapprocher d'une vaccination. Donc nous vaccinons nos bactéries contre les virus et ça ne fait pas intervenir d'ingénierie génétique. Donc ça se passe de la façon suivante. Nous partons d'une souche qui est sensible à un phage, nous ajoutons le phage, nous obtenons des BIM, des variants résistants, et au lieu de prendre n'importe lequel, nous regardons au niveau de leur ADN, parmi la population survivante, lesquels ont intégré des nouveaux spacers dans un ou plusieurs loci CRISPR. Et cette acquisition de nouveaux spacers au sein même de CRISPR est corrélée au gain de résistance
vis-à-vis du phage qui a été utilisé dans le challenge. Et à condition que l'on dispose toujours d'autres virus qui sont toujours actifs, virulents contre le variant, nous pouvons faire des itérations, donc recommencer à partir de ce variant, utiliser un autre virus évidemment, celui-là n'est plus utilisable puisque le variant est résistant. Par contre, avec un autre phage, un autre virus qui est toujours virulent, on peut réaliser la même chose en sélectionnant encore une fois des variants qui ont gagné de nouveaux spacers correspondant à ce changement phénotypique, à cette nouvelle résistance. Et ainsi de suite, jusqu'à épuiser le stock de virus disponibles qu'on a dans nos collections. Et nous pensons que le variant final ici, qui présente un nombre important de nouveaux spacers, a une robustesse vis-à-vis des phages supérieure à la souche parentale. Et comme c'est un variant qui dérive directement, c'est une culture pure, de la souche d'origine, en fait, ce variant a l'avantage de conserver les propriétés fonctionnelles, d'acidification, de texture, d'arôme, etc. Donc c'est une façon naturelle de vacciner une souche industrielle contre des virus, qui ne fait pas évidemment intervenir d'ADN recombinant. On peut imaginer une autre application en réalisant exactement, en suivant le même processus. Donc c'est une autre façon de représenter la même chose. On part d'une bactérie sensible, on utilise des virus pour faire des challenges et faire en sorte que la nature introduise naturellement des spacers dans CRISPR. Et ce processus peut être fait avec différents virus qui vont conduire à l'acquisition de différentes nouvelles séquences. Et au final, nous pouvons isoler des bactéries qui dérivent toutes du même ancêtre, mais qui ont un contenu en nouveaux spacers différents. Et plus on procède à ce genre d'itération, plus la séquence ajoutée, l'ensemble des séquences de spacers nouveaux, est unique dans le monde vivant, puisque nous l'avons générée dans nos laboratoires. À partir de 4 ou 5 spacers, c'est impensable que la même combinaison apparaisse naturellement ailleurs. Donc, c'est une manière, sans considérer l'avantage de résistance phagique, c'est une manière d'introduire dans un génome bactérien de nouvelles séquences au niveau du chromosome, tout en restant naturel. Il n'y a pas d'ingénierie, donc c'est une application de marquage génétique naturel, qui a une grande importance dans l'industrie alimentaire, puisque ces bactéries peuvent être revendiquées comme ayant été générées dans nos laboratoires. Voilà, en conclusion, nous avons montré que le système CRISPR-Cas fonctionnait comme un système adaptatif d'immunité contre les virus, notamment, que le mécanisme de résistance fonctionnait en deux grandes étapes. D'une part, l'adaptation, qui consiste à enrichir le locus CRISPR de nouvelles séquences, et d'autre part, une interférence, qui est l'étape d'exploitation de l'information pour combattre de nouvelles infections. Donc, j'ai rappelé ici des dates que je pense importantes, et donc j'aimerais insister dans le cadre de ce colloque sur l'application naturelle, notamment cette vaccination de bactéries contre les virus, mais également le marquage génétique naturel. Et j'aimerais l'opposer à l'utilisation qu'on peut considérer artificielle d'éléments dérivés de CRISPR et qui sont à l'heure actuelle utilisés pour modifier des génomes de plantes, d'animaux ou éventuellement même des génomes humains. Pour terminer, j'aimerais remercier mes collègues, notamment Christophe Remeau à Dangers-Saint-Romain, Denis Romero à Madison, mon ancien collègue et toujours ami Rodolphe Barangou, qui est maintenant en Caroline du Nord, et deux collaborateurs, Sylvain Moineau à l'Université Laval et Virgis Siksnis en Lituanie. Merci de votre attention.